All right. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Thank you for being with us. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous avoir rejoints Map for aujourd'hui pour cet événement de lancement de la feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences de santé publique. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter dans la boîte de dialogue, votre nom, votre organisation, ainsi que le lieu où vous vous trouvez et également répondre à la question de savoir dans quel type d'urgence de santé publique vous avez travaillé le cas échéant. Avant de commencer, sachez qu'il y a un service d'interprétation en français qui est disponible. Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez en cliquant sur l'icône du globe qui se trouve en bas de votre écran sur Zoom. Choisissez soit anglais, soit français. Et comme nous assurons une interprétation en direct, nous demandons également à toutes nos intervenantes de parler un peu plus lentement. Je vais d'ailleurs me le rappeler à moi-même et de faire une pause avant chaque changement de diapositive pour que nos interprètes puissent nous rattraper. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter nos intervenantes. Nous entendrons Alexia Bishop, qui est conseillère principale en gestion des connaissances et apprentissage organisationnel à l'USAID à Washington. Nathalie Apcar, chargée de programme à Knowledge Success. Yvonne Mwangale, qui est consultante auprès de Knowledge Success et chargée de cours à l'Université Daystar au Kenya. Enfin, je prendrai la parole. Je suis Anne Ballard-Sarah et chef d'équipe des partenariats Knowledge Success et co-autrice de cette feuille de route. Nous allons commencer par des remarques préliminaires d'Alexia de l'USAID qui concernent l'importance de la gestion des connaissances en situation d'urgence. Nathalie vous fera un bref aperçu de la feuille de route de gestion des connaissances et des outils associés, diapositives de formation, vidéos et modèles. Nous entendrons également des présentations sur 2 études de cas sur la gestion des connaissances intégrées à 2 situations d'urgence différentes en santé publique. Yvonne, tout d'abord, utilisation des outils et des techniques de gestion des connaissances dans la réponse à la COVID-19 financée par l'USAID. Et quant à moi, je parlerai de la manière dont la gestion des connaissances a été utilisée pour renforcer la réponse au virus Zika. Puis, il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas à les écrire dans la boîte de dialogue à tout moment et nous y répondrons à la fin. Et je vous rappelle que cette session va durer 1h15 et nous vous enverrons l'enregistrement de cette session par email tout à l'heure. C'est maintenant Alexia qui va prendre la parole. Merci Anne et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je suis
très contente de participer au lancement de ce nouvel outil, feuille de route pour la gestion des connaissances dans les situations d'urgence en santé publique, un outil développé par Knowledge Success et l'USAID. Et nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec Knowledge Success sur ces activités. Le contenu de plusieurs ressources critiques de gestion des connaissances et d'autres documents ont été intégrés pour créer une ressource adaptée. Nous reviendrons plus en détail sur cet outil, mais je voudrais être sûre que nous sommes toutes et tous sur la même longueur d'onde. Nous travaillons sur ce sujet depuis assez longtemps et nous sommes il existe beaucoup de définitions différentes des interventions d'urgence. Nous le définissons comme générer, entretenir, organiser, partager, utiliser les connaissances pour créer de la valeur ou appuyer la décision. Et donc, ce que nous voulons faire est nous assurer que ces informations arrivent aux bonnes personnes et au bon moment. Et nous travaillons avec des partenaires et des gouvernements hôtes afin de pouvoir appuyer les efforts dans l'humanitaire. Nous voulons créer une culture fondée sur des données probantes et sur des expériences concrètes. Dans le contexte d'une intervention d'urgence, la gestion des connaissances est essentielle pour créer une culture d'adaptation, d'amélioration et d'apprentissage. Les informations peuvent changer rapidement, ce qui entraîne un excès d'informations qui empêche la prise de décision. Il est donc essentiel que les gouvernements donateurs et partenaires aient accès à des informations opportunes et précises. Vous avez travaillé ou peut-être pas dans le cadre d'une intervention d'urgence, mais vous savez que vous avez été bombardé d'informations. Et donc, la vitesse est essentielle et donc les différents outils dont nous disposons peuvent éviter la duplication des efforts. Et donc, avec des outils de gestion de la connaissance, nous pouvons savoir ce qui donne des résultats, ce qui n'en donne pas, nous adapter et répondre au fur et à mesure de l'évolution de la situation d'urgence. Qu'est-ce que la feuille de route de la gestion des connaissances? Elle a été élaborée à la suite de l'intervention concernant la COVID, mais elle n'est pas intentionnellement conçue comme une feuille de route pour la COVID, mais plutôt pour renforcer la capacité des différents intervenants à mettre en œuvre des activités de gestion des connaissances dans le cadre de n'importe quelle intervention d'urgence en santé publique. Nous avons constaté qu'il était nécessaire de mettre en place des moyens systématiques pour disposer des bonnes informations au bon moment. Donc, notre outil décrit un processus étape par étape afin de renforcer la réponse globale. C'est un outil qui fournit des modèles personnalisables que les partenaires de mise en œuvre, professionnels de la santé publique et donateurs peuvent facilement modifier à mesure que leurs besoins sont différents. Cet outil inclut également des considérations d'équité. À qui s'adresse ce guide? Il peut être utilisé comme ressource pour les professionnels de la santé publique, y compris dans les bureaux de l'USAID, par les partenaires de mise en œuvre, les travailleurs de la santé. Il peut être utilisé avant, pendant et après une urgence de santé publique à tout moment. De nombreux secteurs, la santé, sont souvent impliqués dans une intervention humanitaire d'urgence ou une opération d'urgence, comme vous pouvez le voir sur cette figure qui présente la coordination humanitaire et l'approche modulaire pour coordonner l'aide humanitaire et les secours, développée par l'EHCR. Cette approche modulaire sert à décrire un ensemble de structures, de processus pour coordonner l'action humanitaire à la demande d'un gouvernement. Elle se reconnaît donc
Elle reconnaît que la réponse à ces urgences humanitaires ne peut se faire en vase clos. Par exemple, il y a le secteur de l'éducation, il y a également des retards, il y a des impacts dans tout un ensemble de domaines et donc les professionnels de la santé doivent être conscients des implications très larges de ces situations. Lors de l'élaboration de cette ressource, Knowledge Success a collaboré avec l'USAID pour fournir des détails sur la manière dont les différentes fonctions peuvent jouer pendant une situation d'urgence. Plus précisément, 4 acteurs principaux, gouvernement, donateurs internationaux, nationaux, régionaux ou locaux, l'organisation la plus Lorsqu'il y a une urgence à l'échelle internationale, nous attendons qu'une organisation internationale participe et ait accès à des informations opportunes et pratiques. Il est donc nécessaire d'intégrer les outils et les techniques dans la préparation de l'intervention. Donc, qu'il s'agisse d'une urgence mondiale ou locale, il est indispensable que les professionnels puissent accéder à des instruments qui leur permettront de prendre des décisions. Et donc, l'intégration de ces outils, de ces techniques est indispensable. Sur ce, je laisse la parole à Anne. Merci Alexia pour cette introduction excellente. N'hésitez pas à lui poser des questions. Nous y répondrons à la fin. J'aimerais inviter ma collègue Nathalie Apcar à lancer officiellement la feuille de route de gestion des connaissances pour les situations d'urgence en santé publique. Elle vous fournira un aperçu de cette feuille de route et des documents afférents. C'est à vous, Nathalie. Merci, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser les interprètes me rattraper. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Je suis ravie de lancer officiellement ce webinaire concernant la feuille de route pour répondre aux urgences de santé publique. Et donc, nous fournirons le module de formation dans la boîte de dialogue. Avant de commencer avec cette présentation générale, laissez-moi vous expliquer comment cet ensemble de ressources a été élaboré et comment il est associé à Knowledge Success. Il fait partie d'un module de formation dans le cadre de la formation à la gestion des connaissances. C'est une ressource de formation euh, qui peut servir à des formateurs en gestion des connaissances, des responsables de programmes de santé, etc., qui sont gérés par Knowledge Success et l'USAID. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des connaissances en matière de santé mondiale, vous pouvez consulter notre site web et les différents modules de formation, y compris le guide pour des programmes de meilleure formation. Ce document est disponible gratuitement. Il y a une version condensée qui peut vous servir de référence rapide lors de la mise en œuvre. C'est un guide de poche en quelque sorte, avec des modèles personnalisables, des diapos, une vidéo animée de la feuille de route. Tous ces documents sont disponibles en anglais, en français, en portugais et en swahili, ce qui est vraiment très intéressant. Comme Alexia l'a expliqué, la feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences de santé publique décrit un processus étape par étape pour mettre en œuvre des outils lors d'une urgence de santé publique. Diapo suivante.
Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'aimerais brièvement évoquer l'importance de la considération de l'équité dans les interventions de GC, ce que notre projet essaye de faire et nous avons tenté de publier des instruments à l'appui. Ceci n'est pas différent lors des urgences de santé publique. De fait, les déséquilibres d'équité sont souvent renforcés en cas d'urgence. C'est pourquoi nous avons inclus des considérations d'équité in the module. dans la feuille de route de la GC pour And that intervention dans ce contexte. emergencies, unfair, avoidable, and remediable differences in health status are accentuated C'est de cette manière que nous avons pu comprendre le fait que dans les urgences de santé publique, les différences peuvent être très difficiles. Cependant, les la puissance et le déséquilibre sont amplifiés lorsque les divisions entre ceux qui ont la puissance, le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas s'élargit. Pour en apprendre davantage sur l'équité généralement dans la GC, veuillez vous référer à la liste complète de la liste de pointage de l'équité et le guide de programmation, qui est un outil qui permet qui a été développé par Knowledge Success pour aider les équipes des programmes de santé mondiale à renforcer la sensibilisation concernant les inéquités potentielles en GC et identifier où concentrer les efforts pour parvenir à une approche de GC plus équitable. Nous avons ajouté des recommandations et considérations en termes d'équité pour chaque étape de cette feuille de route de la GC, mais parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne rentrerai pas dans le détail. So, next slide, please. Ensuite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Thank you. With that, let's get into the six Eh steps bien, for plongeons generating maintenant dans les collecting, 6 étapes qui sont analyzing, utilisées pour la création, la collecte, l'analyse, la synthétisation et le partage des connaissances en cas d'urgence de santé publique. Vous voyez la feuille de route avec l'illustration euh, qui paraît à l'écran qui indique ces 6 étapes qui sont un environnement propice, une évaluation rapide des besoins, l'élaboration d'une stratégie de GC, la création et l'itération, la mobilisation et le suivi, et ensuite l'évaluation et l'évolution. Examinons, si vous le voulez bien, l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est l'environnement propice. Pour créer cet environnement propice, il faut tout d'abord s'assurer que les activités de GC disposent du financement et sont priorisées au début de la réponse. Ensuite, les parties prenantes développent un programme de travail pour les interventions de GC et le donateur identifie une organisation qui peut servir de chef de file. Le chef de file de GC doit comprendre, comme l'a expliqué euh, Alexia, qu'il faut être lié aux professionnels de la santé publique pertinents et s'assurer que la GC est stratégique et systématique pendant toute la durée de l'urgence. Il est important au niveau de cette étape d'établir un chef de file pour les GC, les rôles et responsabilités de chacun et s'assurer que les partenaires pertinents savent comment se connecter avec le chef de file de la GC pour la collaboration, établir des attentes claires quant à la manière dont les autres peuvent contribuer à ces initiatives. Deuxième étape, une évaluation rapide et routinière des besoins. Lorsque nous élaborons des interventions de GC, il faut que nous comprenions les besoins de l'audience et les parties prenantes que nous essayons de toucher. Il faut donc définir les parties prenantes de votre évaluation de besoins. Soyez spécifique, organisez votre évaluation de besoins euh, au niveau des professionnels de santé publique qui réagissent à cette urgence. Sélectionnez des gens qui ont besoin d'informations rapides et opportunes pour informer leur programme. Cette étape inclut la réalisation d'une évaluation rapide du paysage, de tous les partenaires de mise en œuvre, leur rôle et l'endroit où ils travaillent. Vous trouverez un gabarit dans le module. Ensuite, décidez quelles sont les questions clés
auxquelles vous voulez que cette évaluation des besoins réponde. Les questions les plus fréquentes se concentrent autour des types d'informations dont ont besoin vos parties prenantes principales, comment elles veulent recevoir cette information, quels sont leurs besoins de renforcement des capacités et les facilitateurs et les obstacles à l'accès, au partage et à l'utilisation de ces informations. Vous trouverez également un gabarit dans le module. Ensuite, il faut sélectionner et mettre en œuvre les méthodes appropriées pour répondre à vos questions. En cas d'urgence, le choix de méthodes qui fourniront des résultats rapides et réduiront au minimum l'engagement, le besoin de temps des partenaires de mise en œuvre est essentiel. Ceci peut inclure l'organisation d'une évaluation de la documentation ou un sondage des membres des communautés de pratique, par exemple. Ensuite, analyse et utilisation des informations recueillies pour ajuster vos objectifs d'apprentissage selon le que de besoin. Il est important de comprendre que les besoins doivent être évalués fréquemment, étant donné l'environnement en pleine mutation d'une urgence. Au fur et à mesure que de nouvelles informations se révèlent ou que l'urgence progresse, les parties prenantes auront des besoins différents. Troisième étape, élaborer la stratégie de GC. Pour ce faire, il faut tout d'abord décider des objectifs de GC en fonction des résultats des évaluations de besoins, en s'assurant qu'il s'agit d'objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, sur lesquels il est possible d'agir, qui soient réalistes et qui soient limités dans le temps. Un exemple d'un objectif SMART de la GC, c'est par exemple le renforcement des échanges de connaissances entre partenaires de mise en œuvre d'intervention de Covid-19 financée par l'USAID par le biais d'au moins un échange en personne et un échange virtuel, pas d'ici telle date. Donc, définition du public de l'intervention qui doit être le même public ou une version, un sous-groupe de ce groupe pour répondre aux besoins, à l'évaluation des besoins. Ce sont donc ceux qui ont déjà répondu à votre demande, à votre enquête. Ensuite, il faut sélectionner les outils et les techniques de la GC que vous mettrez en œuvre pour atteindre vos objectifs de GC. Je vais les examiner dans la diapositive suivante. Voici la matrice des outils et techniques de la GC que nous utilisons pour déterminer quels sont les outils et techniques de la GC qui sont appropriés pour répondre aux besoins des parties prenantes et atteindre ces objectifs. Les outils et techniques de la GC, comme vous pouvez le voir ici, vont d'activités qui se concentrent sur la collecte d'informations et de connaissances et de lier ces connaissances aux gens afin de transmettre ces connaissances aux publics clés So et we think aux groupes de facilitation pour qu'ils puissent obtenir les informations, avoir accès aux informations dont ils ont besoin. Ces deux continuums qui sont la connexion et la collecte en haut, puis la transmission dans les deux sens de ces informations, créent une matrice au niveau de laquelle les outils et les techniques de la GC peuvent être comprises en termes d'approche assez généralisée de leur utilisation dans le cycle de la GC afin de générer, capturer et partager les connaissances. Donc, les approches de questions permettent d'éliciter des connaissances tacites, le savoir qui réside dans l'esprit des gens. Les approches de hum, transmission sont des approches qui permettent de transmettre les connaissances à des groupes définis de personnes. La publication des approches se font pour un partage explicite des connaissances dans un format qui doit normalement être facilement stocké et partagé avec les autres. Et enfin, les approches de recherche qui permettent aux gens d'obtenir, d'avoir accès aux informations dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Ensemble, ces différentes approches se complètent, ce qui fait que les stratégies de GC efficaces utiliseront souvent plusieurs approches. Dans un contexte d'urgence, il est essentiel d'opter pour des techniques qui sont idoines au contexte pour s'assurer que l'on
que l'on retrouve les parties prenantes là où elles se trouvent et d'être conscient des délais, car une technique qui est plus rapide dans sa mise en œuvre sera sans doute plus réaliste qu'une technique peut-être plus robuste, mais qui exige des mois de mise en œuvre. Je vais vous proposer quelques exemples dans la diapositive suivante. Pour les exemples d'urgence, un exemple d'approche relève de la partie connexion, soit là où l'on pose des questions dans la matrice, qui consiste à tirer parti des communautés de pratique afin qu'elles partagent rapidement les connaissances et fournissent une gestion adaptée. Ceci crée une plateforme pour permettre aux professionnels qui travaillent sur la réponse à l'urgence de poser des questions des uns des autres, de partager les défis communs et d'obtenir des conseils pour relever ces défis. Les documents ou directives importantes peuvent facilement être partagés également dans le cadre d'une plateforme de communauté de pratique en fonction de la nature de l'urgence. C'est souvent plus efficace de tirer parti des communautés de pratique déjà existantes plutôt que d'en créer d'autres. Un autre exemple, de l'autre côté de la matrice, c'est la collecte ou la publication pour documenter, publier les expériences de programme dans un contexte d'urgence, les études de cas et les guides peuvent être utiles pour un résumé rapide des expériences de mise en œuvre couronnées de succès, car ils peuvent être produits plus rapidement qu'un article de journal publié et donc peuvent parvenir à une audience plus vaste plus rapidement. Voici donc simplement quelques exemples d'outils et de techniques de la GC. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail car mes collègues vont vous donner d'autres exemples dans leur présentation qui répondent aux différents besoins. Les dernières tâches qui sont essentielles au niveau de l'étape numéro 3 sont l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan et d'un budget et un suivi, une évaluation routinier et rapide, l'utilisation de méthodes rapides et de méthodes de routine pour la collecte de la rétroinformation et d'évaluer l'impact des innovations de la GC est essentiel pour vous assurer que vous répondez aux besoins de GC qui ont été identifiés. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4, création et itération. Au niveau de cette étape, vous identifierez les aptitudes de la GC qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de GC, identifierez le personnel et les chefs de file qui pourront les appuyer. Ensuite, élaboration des techniques et outils de GC. Il faut envisager la viabilité de chaque activité de la GC à partir de la phase de conception, y compris les composantes qui doivent être maintenues après l'urgence et celles qui n'en ont pas besoin, prendre en considération des approches de GC qui exigent une maintenance ou ont des coûts connexes, notamment des sites web qui sont centrés sur les ressources. Comment est-ce que l'information continuera à être mise à disposition après l'urgence, afin que l'information puisse continuer à être utilisée pour informer des efforts futurs? Et enfin, tester, rassembler la rétroinformation concernant les outils et les techniques de GC, puis les vérifier et les tester à nouveau. Cinquième étape, le suivi et la mobilisation, pardon, et le suivi. Cette cinquième étape c'est le moment où le dirigeant de la GC met en œuvre l'intervention de GC, prévoit les programmes de routine, mais mes collègues rentreront dans le détail ensuite. Enfin, l'étape numéro 6, évaluation et évolution. Au niveau de cette étape, le responsable de la GC décide quels sont les résultats du programme qui doivent être mesurés. Les outils et techniques de la GC que vous mettez en œuvre doivent permettre de s'assurer que des informations de grande qualité, des informations d'importante critique sont disponibles, accessibles, que les échanges de connaissances et la collaboration entre partenaires de mise en œuvre et professionnels de la santé publique sont utilisés, appuyés, et que cette capacité est renforcée pour le partage des connaissances. La plupart des interventions de la GC, dans le cas d'urgence, se concentrent sur
l'amélioration des résultats initiaux et quelquefois des résultats intermédiaires. Par conséquent, certains indicateurs qui illustrent l'évaluation et le suivi de l'AGC sont le nombre ou le pourcentage de professionnels de la santé publique qui fournissent des rapports sur les connaissances acquises, le nombre ou le pourcentage de professionnels qui sont confiants que les informations qu'ils reçoivent vont les aider à informer leur travail. N'oubliez pas de choisir un modèle d'évaluation qui semble logique dans le contexte, étant donné la célérité avec laquelle les urgences se produisent. Une évaluation qui est plus rapide à mettre en œuvre et peut-être plus prudente. Cela peut inclure des sondages en ligne, des appels ou des enquêtes régulières ou des rapports sur les analyses de la toile. Dans cette étape, il faudra bien sûr partager les enseignements et les leçons de l'évaluation qui ont été diffusées rapidement et avec les parties prenantes principales et promouvoir leur utilisation dans les politiques de pratique. On nous en dira davantage dans l'intervention suivante. Je vais maintenant redonner la parole à Anne qui va nous guider dans la section suivante. Thank you so much, Natalie, and thank you to everyone who's asking questions and chatting in the chat. We really appreciate Et it. merci à tous ceux qui ont posé des questions dans la boîte de dialogue. Nous y répondrons à la fin. Vous avez pu voir que nous avions ajouté des liens dans la boîte de dialogue, donc cela vous permettra d'accéder à ces documents. Avant de passer à la présentation suivante, nous voulions avoir vos réponses sur une petite enquête. Vous devez avoir vu la fenêtre s'afficher. Veuillez répondre à la question: comment envisagez-vous d'utiliser la feuille de route pour la GC lors d'une urgence de santé publique? Plusieurs réponses sont possibles. Former d'autres personnes à l'utilisation de la GC, mettre en œuvre des efforts internes de GC, ou encore coordonner les efforts de GC entre les différents partenaires, et enfin concevoir des programmes d'intervention en matière de GC. Vous avez moins d'1 minute pour répondre maintenant. All right, we still have a lot of answers coming in, so I'll give you a few more. Beaucoup de réponses ont été fournies. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Okay, I think we can maybe pause the poll and Je show the crois results. qu'on peut mettre un terme What I au see here sondage, is et ce que je 74% remarque est que 74% d'entre vous mettraient en œuvre des efforts internes de GC, et j'en suis fort contente. Et d'autres s'en serviront pour coordonner les efforts de GC entre différents partenaires. D'autres encore vont former d'autres personnes à l'utilisation de la GC. Et on aimerait bien savoir ce qu'il en résultera. Et enfin, 40% s'en serviront pour concevoir des programmes. Alors, ensuite, nous allons écouter Yvonne qui va vous faire part d'une étude de cas sur la façon dont le projet Knowledge Success a intégré la gestion des connaissances dans la réponse de l'USAID à la COVID-19. Juste pour rappel, Knowledge Success a commencé à travailler sur ce sujet à la fin de 2022. Nos objectifs étaient de documenter le paysage actuel de la vaccination contre la COVID-19 et diffuser les résultats, réunir des ressources et synthétiser les connaissances relatives à la réponse vaccinale, appuyer l'échange de connaissances entre les partenaires et enfin publier les enseignements tirés sur ce sujet. Yvonne travaille dans ce domaine avec Knowledge Success pour appuyer ce champ d'action, et elle va fournir un aperçu de la façon dont Knowledge Success a intégré les outils et les techniques de gestion des connaissances dans la réponse de l'USAID à la COVID-19. Yvonne, c'est à vous.
Yvonne, je ne vous entends pas. Okay, I hear from others that we can't hear J'entends Yvonne. d'autres personnes qui me signalent qu'on ne vous entend pas, Yvonne. Oh, I believe you're back. Je Can you crois listen? que vous êtes parmi nous. Hello, Oui, we hear you. nous vous entendons. Go ahead, D'accord. please. Thank you. Désolée. Merci. Je vais vous présenter l'application de la gestion des connaissances à la pandémie de COVID-19 et vous fournir quelques exemples de nos activités dans ce domaine. La pandémie de COVID-19 a posé des défis importants au système de santé dans le monde entier qui ont cherché à affecter des ressources limitées à des programmes habituels et aux besoins spécifiques liés à la pandémie. La gestion de la réponse a été complexe et elle a nécessité le partage de connaissances, une coordination et un apprentissage continu entre les différentes parties prenantes. Le Bureau de santé mondiale de l'USAID a confié à Knowledge Success le soin de fournir une assistance technique à la réponse vaccinale en matière de gestion, de synthèse et de partage des connaissances. Et donc, un certain nombre d'outils et de techniques de GC ont été appliqués pendant la pandémie. Vous en connaissez sans doute certains d'entre eux. Pour appuyer la réponse, il y a par exemple les cercles d'apprentissage, les collections de ressources critiques, des webinaires, de la documentation sur les enseignements tirés, des suppléments à des revues, des études de cas et l'analyse des parties prenantes. Comme nous manquons de temps, je me concentrerai sur 3 outils auxquels j'ai participé: les cercles d'apprentissage, la documentation sur les enseignements tirés et les études de cas. Commençons par les cercles d'apprentissage. Je sais que certains parmi vous avaient demandé davantage d'informations sur les événements d'échange de connaissances. C'est un bon exemple car les cercles d'apprentissage, quand on y pense, sont un petit pool, un petit groupe. L'interprète n'entend plus l'intervenante. So learning circle supports Sorry, participants Yvonne. with different experiences and from each other and exchange knowledge. Small groups Donc, dans l'échange de connaissances. Est-ce que vous m'entendez maintenant? You were Oui. cutting in and out. Okay. You were cutting in and out. I'm not sure if it's better. On a eu du mal à vous entendre. Je pense qu'il faut que je coupe ma vidéo, ce que je vais faire. Voilà, vous m'entendrez mieux. C'est mieux. Désolée. J'espère que Internet va rester stable. Comme je le disais, les cercles d'apprentissage sont très interactifs. Ce sont de petits groupes qui partagent des réussites, des solutions, qui créent des solutions, qui permettent à des participants qui ont des expériences différentes et de régions différentes d'échanger leurs connaissances. Donc, ce sont des groupes hautement interactifs, des petits groupes qui peuvent partager leurs idées sur ce qui donne des résultats et ce qui n'en donne pas dans la mise en œuvre des programmes. En général, il se déroule en 4 sessions et il y a
un cercle d'apprentissage en ligne. Je vais maintenant aborder pourquoi nous avons mis en place des cercles d'apprentissage parce que ils sont efficaces pour. Donc, Knowledge Success a organisé 2 cercles d'apprentissage physiques, l'un pour les pays anglophones, l'autre pour les francophones, dans le cadre de la réponse à la COVID. Et les conclusions de ces 2 groupes sont disponibles déjà même dans la boîte de dialogue. Donc, l'objectif consiste à partager des connaissances concrètes, à renforcer les partenariats entre les différents participants et créer des plans d'action concrets et réalistes pour relever les défis auxquels sont confrontés les participants individuellement. En ce qui concerne les sessions, voici comment elles fonctionnent. Tout d'abord, se faire connaissance. Les participants se présentent car ils viennent d'organisations de pays et de régions différents. La deuxième session concerne ce qui fonctionne bien et elle permet aux participants d'identifier stratégies et approches de programmes qui ont fait leurs preuves. Donc, il y a une enquête appréciative tout d'abord et puis une enquête plus générale. Lorsque l'on parle de l'enquête appréciative, on offre une façon de réfléchir qui recadre les questions. D'habitude, on dit « qu'est-ce qui ne va pas ?» et on cherche à s'intéresser à ce qui va bien, ce qui se passe bien, savoir comment faire avec ce qui donne de bons résultats. Ceci nous permet de passer de la résolution de problèmes à la recherche de solutions à un problème. C'est donc une approche fondée sur des résultats par opposition à une approche qui est axée sur les problèmes. Donc, nous avons également une technique de 1 pour tous qui est utilisée. Il s'agit de savoir comment procéder. On commence par une réflexion en silence de chaque participant sur une question commune à tous. Ensuite, on revient tous ensemble et on partage et on développe les idées dans les petits groupes, puis on partage tout ceci en plénière. Donc, la 3e session est consacrée à la question de savoir ce qui pourrait être amélioré. C'est là que les participants identifient les échecs et se consultent sur la manière d'aborder ces difficultés pour trouver des solutions et aller de l'avant. Pour ce faire, on utilise une technique de GC qui s'appelle la consultation en Troïka. C'est une approche de GC qui peut aider à mieux comprendre les problèmes auxquels on est confronté et à libérer les expériences et la sagesse locale pour les résoudre. Donc, ce sont des consultations rapides lors desquelles les personnes demandent une aide et obtiennent immédiatement des conseils des 2 autres personnes, donc, puisqu'il s'agit d'un groupe de 3. Donc, une fois qu'on a appris ce qui donnait des résultats, on passe à une activité d'histoire principale, à savoir que l'on tient compte des apprentissages sur les principaux facteurs de réussite et les grandes difficultés en identifiant les enseignements tirés. C'est une activité qui se veut ambitieuse, qui demande aux participants d'envisager dès le début de la mise en œuvre du programme, de reproduire les réussites et d'éviter les erreurs du passé. Les participants ensuite définissent une action spécifique qui s'appellera la déclaration d'engagement qui les aide à résoudre un problème spécifique auquel ils sont confrontés et amplifier ce qui donne de bons résultats.
Vous avez là une photo de l'un des cercles d'apprentissage en personne que nous avons organisé l'année dernière en Tanzanie avec 34 participants originaires de 17 pays d'Afrique. Ce groupe continue d'avoir des activités, même après, par l'intermédiaire du groupe, son groupe WhatsApp. Pour des informations complémentaires sur les cercles d'apprentissage, un lien a été partagé dans la boîte de dialogue. Il y a également un guide pratique. Le lien que vous voyez ici a été partagé dans la boîte de dialogue et ces ressources sont disponibles en français, portugais, swahili et bien sûr anglais. Je vais maintenant passer à une autre technique de GC, les enseignements tirés de la riposte vaccinale contre le virus de la COVID-19. La réalisation d'entretiens en profondeur ou de groupes de discussion centrés avec les principales parties prenantes en se concentrant sur les enseignements qu'ils ont tirés de leur expérience, les recommandations pour une meilleure réaction à la prochaine pandémie. Les données qualitatives sont ensuite analysées sur une base thématique, résultats ensuite présentés aux participants en vue d'un établissement d'un consensus et de contributions ultérieures avant qu'un rapport avec des recommandations pratiques soit publié. Les enseignements et pratiques efficaces sont disséminés au public dans un document pratique qui peut être rapidement évalué, ce de manière succincte pour informer l'élaboration et la mise en œuvre de futures ripostes à des urgences. Les résultats de ces activités appuieront les partenaires de mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19, les pays, les gouvernements des pays hôtes et les institutions pour identifier, documenter et appliquer les enseignements tirés pour informer la pandémie actuelle de COVID-19 et renforcer les urgences ultérieures, en particulier avec les institutions qui sont là pour permettre une identification de ces informations, pour les appliquer non seulement à l'urgence du moment, mais à celles qui pourraient se révéler à l'avenir. C'est donc très important. Enfin, j'aimerais vous parler des études de cas. Les études de cas fournissent des informations dans un document pratique concernant des questions pointues et elles fournissent des réactions qui peuvent être utilisées pour les réponses à des ripostes à des urgences ultérieures. Les résultats de ces activités appuieront, je l'ai déjà dit, les partenaires de mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19, les gouvernements des pays hôtes et les institutions. Pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est important pour différentes raisons. Il est important de tirer tous les enseignements possibles. Il faut éviter en effet qu'il y ait de mauvaises informations, que les détails soient incorrects et il faut mettre en œuvre des stratégies pour accélérer les taux de vaccination contre la COVID-19 dans les communautés et tirer les enseignements de tous ces groupes. Toutes ces études de cas sont disponibles en anglais et en français. J'aimerais examiner simplement une étude de cas un peu plus en profondeur c'est ce qui a mené à des résultats très positifs en Éthiopie. Les objectifs étaient de documenter les enseignements tirés, les succès, les défis de la riposte à la vaccination contre la COVID-19 pour fournir des informations précieuses pour les efforts de préparation ultérieurs pour des pandémies. On en a tiré des enseignements et voir comment les intégrer pour l'avenir. Encore une fois, ces liens ont été partagés dans la fenêtre de dialogue, dans la boîte de dialogue, donc vous pouvez vous y référer dans le cadre des cercles d'apprentissage. Je vous remercie infiniment, Anne, et je vais maintenant vous redonner la parole. Merci. Merci, Yvonne.
brillante présentation et la partie audio s'est rétablie à l'avenir. Il semble qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la boîte de dialogue concernant les approches de partage. Nous allons poser toutes vos questions pendant la séance de questions-réponses, mais je vous invite à consulter également la foire aux questions dans le module des cercles d'apprentissage. Enfin, je vais vous présenter un exemple de la manière dont nous avons procédé dans le cadre du projet de gestion des connaissances précédents. Nous allons tout d'abord vous demander de répondre à une question de sondage. Quels sont les outils de GC que vous avez utilisés dans un contexte d'urgence ou que vous avez vu utiliser? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent, qu'il s'agisse des examens après action, de l'aide par les pairs, de la foire aux actions, des études de cas, des rapports écrits, des webinaires, des centres ou pôles de documentation ou autres. Je vous donne un instant pour répondre. Right, the responses are coming in, and it looks like a Les lot of people réponses arrivent. Il semble que plus de 90% ont vu ou utilisé des documentations écrites, des rapports, des études de cas. Cela semble tout à fait logique. C'est extrêmement important en cas de riposte à une urgence. 87% dans le cadre de ces documentations écrites, mais 61% on trouve leurs informations dans les webinaires. Je parlerai aussi des examens après action et des centres ou pôles de documentation qui sont également des méthodes très utiles, dont Peer Assist. Il s'agit d'excellentes techniques qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une urgence, mais aussi en dehors d'une urgence. Parfait, passons donc à la diapositive suivante, si vous le permettez. Comme je l'ai dit, je vais vous présenter un exemple du projet Knowledge for Health financé par l'USAID. C'est un projet de gestion des connaissances pour la planification familiale et pour les professionnels de la planification familiale et de la santé reproductive, fondé sur les programmes du Johns Hopkins Center for Communication, qui est arrivé à son terme en 2019. Pendant que je travaillais sur ce projet, j'assurais la gestion des activités de GC pour la riposte de l'USAID au Zika. Vous vous en souviendrez sans doute, le virus du Zika a été déclaré comme étant une urgence de santé publique par l'OMS en 2016 et l'USAID a fourni des soutiens d'urgence dans 10 pays en Amérique latine et les Caraïbes. Grâce à cette étude de cas, nous allons pouvoir voir, grâce à plusieurs exemples, comment nous avons utilisé ces 6 étapes de la feuille de route pour intégrer la GC dans la riposte au Zika. Cependant, je vais vous présenter les 6 étapes de manière linéaire, la mise en œuvre de la GC pendant une urgence de santé publique étant souvent cyclique. Par exemple, alors que progresse l'urgence, les besoins évolueront également pour les professionnels de la santé et les réponses qu'il faut y apporter. Les évaluations des besoins doivent donc être menées constamment. Chaque évaluation de besoin peut mener à la mise en œuvre de nouveaux outils ou techniques de GC qui auront besoin d'être mis en œuvre, surveillés et évalués. Comme vous vous en souviendrez, dans l'exposé de Nathalie, l'étape 1, c'est l'environnement propice qui inclut l'affectation et l'octroi de fonds pour la GC. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Dans le cas du projet Knowledge for Health, des fonds ont été accordés par l'USAID pour servir de chef de file à la GC pour les partenaires de mise en œuvre financés par l'USAID qui œuvraient à l'atténuation des effets sur la santé de l'épidémie de Zika. L'objectif premier était de relier les partenaires de mise en œuvre les uns avec les autres, avec l'USAID et avec les ressources essentielles dans le cadre notamment de communautés de pratiques qui existaient déjà, puisque ces communautés de pratique se sont tournées sur la Zika pendant cette urgence.
Nous voulions promouvoir, bien sûr, à la suite des résultats de l'évaluation de besoins, le développement de 3 objectifs spécifiques pour nos travaux, promouvoir les connaissances, le partage des connaissances entre partenaires, documenter et partager les enseignements tirés et adapter, traduire et garantir l'accès à des ressources en temps voulu pour la riposte au Zika. Nous avons créé une stratégie de GC autour de ces objectifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les outils et techniques que nous avons utilisés, mais je vais vous en faire part de quelques-uns. Nous avons aussi procédé à une évaluation systématique de la riposte à l'épidémie parce que nous savons que leurs besoins changeaient au fur et à mesure que l'urgence se développait. L'une des premières activités que nous avons mis en œuvre a été la création du réseau de communication Zika pour veiller à ce que les intervenants aient accès à des ressources en temps voulu. Ce réseau ZCN était un dépôt en ligne ou un centre qui rassemblait des centaines d'outils et de ressources essentielles fondées sur des données probantes. Les ressources disponibles sur le réseau provenaient d'une gamme de partenaires et avaient pour objet d'aider les personnes réagissant à l'épidémie de Zika pour minimiser sa contagion et les résultats négatifs connexes sur la grossesse. Lorsque nous avons lancé le site web, nous avons procédé à des tests en personne et à distance de son utilisation pour identifier les questions en utilisant des plateformes et en veillant à ce que nous répondions aux besoins des intervenants. Le réseau a été mis à jour constamment avec de nouvelles ressources par de nombreux partenaires réagissant à l'épidémie de Zika, qui était vraiment en temps voulu pour informer les efforts de réponse. Nous voulions nous assurer que les intervenants savaient lorsqu'une nouvelle ressource était ajoutée et que l'idée était de lancer une présence sur les médias sociaux du réseau pour promouvoir la disponibilité des ressources. Avant de lancer ce compte sur les plateformes des médias sociaux, nous avons procédé à un sondage et nous avons vu que les partenaires de mise en œuvre ne voulaient pas recevoir des informations par le biais des médias sociaux et au contraire préféraient recevoir les informations par le biais d'une brochure qui arrivait par email. Nous avons donc changé rapidement notre approche et créé un bulletin électronique en espagnol et en anglais pour partager les événements à venir, les outils et les ressources. Plus tard, à peu près 1 an, dans cet exercice, nous avons continué à fournir ces informations. Nous avons créé un groupe qui permettait de fournir des sites partenaires qui incluaient les informations les plus récentes et qui correspondaient aux pratiques en vigueur à l'époque. Cependant, au fur et à mesure que les choses ont évolué, le groupe a informé davantage transmettre davantage les informations aux parties prenantes. Donc, nous avons utilisé des appels téléphoniques pour encourager les partenaires à faire part de leurs informations et à avoir des échanges les uns avec les autres afin que tout le monde puisse utiliser les informations les plus récentes pour informer le programme. Je voulais présenter cet exemple de ce réseau dans le cadre de ce réseau de communication de la Zika qui montre combien la gestion des connaissances peut être souple et se transformer rapidement en fonction des besoins. En plus d'un grand nombre d'autres activités, nous avons organisé 2 foires de partage des connaissances de plusieurs jours pour renforcer la confiance entre les professionnels de la santé, l'USAID, les responsables de la mise en œuvre et d'autres représentants des gouvernements assurant la riposte à l'épidémie de Zika. La première foire a été mise en œuvre à peu près au milieu de la période de riposte et se concentrait sur les stratégies d'engagement des communautés. La deuxième a été organisée vers la fin de la riposte et rassemblait les parties prenantes pour parvenir à un consensus sur les
les enseignements principaux qui ont pu être tirés pour informer les ripostes aux urgences de santé publique. Enfin, lorsque nous avons utilisé les enseignements de cette deuxième foire pour discuter des principaux enseignements tirés afin de publier un ouvrage qui s'appelle Learning from Zika, a Synthesis of Lessons Learned for Future Public Health Emergency. Nous avons choisi d'inclure cet exemple dans le webinaire d'aujourd'hui et aussi dans la feuille de route de la GC pour les urgences en matière de santé publique pour vous montrer comment K4 Health a utilisé systématiquement des outils et techniques de GC pour adapter ses activités très rapidement aux besoins sans cesse changeants des partenaires de mise en œuvre. J'espère que cela vous a été utile et nous en arrivons maintenant au moment de la discussion. Je vois qu'il y a beaucoup d'informations, de demandes de questions. Certains d'entre vous, je le sais, ont besoin de partir. Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons part de l'enregistrement par la suite. Donc, continuez à ajouter vos questions à la boîte de dialogue et nous allons commencer par celles que nous avons déjà reçues. La première question est de Aaron. Comment pouvez-vous assurer qu'il y aura suffisamment de budget pour mettre en place ces activités? Il arrive souvent que des partenaires ne le fassent pas. Sur la feuille de route, nous avons pour recommandation de partager très largement la feuille de route avec les décisionnaires responsables et de montrer en quoi la feuille de route a participé à améliorer la riposte dans d'autres situations d'urgence. Et enfin, nous préconisons l'emploi de l'approche de plaidoyer intelligent qui peut être utilisé dans le cas de réponses d'urgence. Enfin, il y a des articles revus par des pairs concernant l'impact de la gestion des connaissances. Merci, Anne. Moi, j'ajouterais simplement que nous avons des exemples de modèles qui pourront être utilisés ultérieurement du côté de l'USAID. Environ 1 an et demi après le début d'une réponse, par exemple, nous avons organisé un forum des partenaires d'exécution en matière de COVID-19 et puis d'autres actions que nous avons entreprises et ceci nous permet de tirer des enseignements. Et du côté de l'USAID, je dirais que cette façon d'intervenir est plus officialisée que de par le passé. On utilise l'AGC de plus en plus souvent et nous allons continuer de l'intégrer dans les programmes à venir. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des financements spécifiques pour l'AGC, mais ce que nous avons actuellement est déjà un début. La question suivante vient de Yuri. J'ai essayé d'y répondre. Est-ce que la GC est également applicable à des situations non urgentes? Oui, nous recommandons que la GC soit intégrée à tous les programmes de santé publique. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter le guide de référence qui sert de base et qui explique les différents processus d'intégration de la GC dans tous les programmes. Et Yuri a demandé s'il existait des différences spécifiques entre les situations d'urgence ou de non-urgence. C'est vrai que notre feuille de route peut servir aux situations d'urgence parce que nous cherchons à faire les choses rapidement, efficacement et diligemment parce qu'il s'agit de situations en pleine évolution. J'espère que j'ai répondu à votre question, Yuri. Est-ce que d'autres panélistes souhaitent ajouter une remarque? Oui, j'ajouterais que la différence entre la mise en œuvre de l'AGC en situation d'urgence ou non concerne ce qu'il faut faire. Donc, on peut mettre en œuvre les outils et les techniques de GC quand on a davantage
de temps dans le cadre d'un programme pour les situations qui ne sont pas urgentes, alors que dans les situations d'urgence, il faut avancer beaucoup plus vite. Et donc, lorsqu'on est prêt et qu'on a déjà cette feuille de route, elle facilite la mise en place d'activités de riposte dans des situations d'urgence. Et on arrive à déployer ces solutions en cas d'urgence. Oh yeah, please go La ahead. question suivante, oui, je souhaiterais ajouter, parce que la première partie de la question concernait l'application de la GC à d'autres domaines de la santé. Liliane a dit dans le chat, elle a demandé si les approches de GC pouvaient être utilisées dans les programmes de population, santé, environnement et développement. Et je voulais partager dans la boîte de dialogue que oui, c'est tout à fait possible. Nous avons reçu un financement pour les efforts de lutte contre la COVID-19, mais nos projets de gestion des connaissances sont applicables à la planification familiale et à bien d'autres domaines. Vous pourrez en savoir plus sur notre site web qui concerne l'apprentissage dans des espaces collaboratifs dans les domaines de la population, de la santé, de l'environnement et du développement. Donc, c'est un lien que je partage et je dis oui, effectivement, cela peut être appliqué dans tous les domaines de la santé et il faut même s'en servir. C'est tout à fait préconisé. La question suivante concerne les cercles d'apprentissage. Je vous la transmets. Pendant combien de temps ces cercles d'apprentissage durent-ils et quel est le nombre de personnes maximum qui peuvent y participer? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour cette question. Les sessions n'ont pas toutes lieu le même jour. Elles sont espacées de 3 jours environ pour les sessions en distanciel, en ligne. Et en présentiel, c'est une session par semaine pour pas que tout se passe en une fois. En ce qui concerne le nombre de personnes qui peuvent y participer, nous cherchons à limiter ces nombres en raison du travail qu'il faut effectuer dans les petits groupes. Je pense que ce sont des sessions de 30 à 40 personnes, sinon on n'aurait pas la possibilité d'atteindre nos objectifs. Merci. John avait une question de suivi à laquelle vous pourriez répondre, Nathalie. Comment identifiez-vous les participants qui peuvent gagner à participer au cercle d'apprentissage et comment cela peut s'intégrer dans la feuille de route? C'est une très bonne question. Je vais répondre à la dernière partie de la question en premier. En effet, nous avons un module de formation dans le paquet de formation de knowledge de GC. J'ai partagé le lien vers ce module de formation qui est disponible en anglais, swahili, français et portugais. Nous avions reçu des ressources financières pour les mettre en place. Pour expliquer mieux comment nous identifions les participants potentiels au cercle d'apprentissage, ces sessions sont ouvertes à tous les professionnels qui travaillent dans la région où un problème spécifique se produit. Par exemple, nous avions identifié des partenaires de mise en œuvre de la lutte contre la COVID-19. Nous avons donc réuni une liste d'organisations qui œuvraient dans la réponse, dans la riposte contre la COVID.
Donc, bien sûr, la situation était un petit peu unique puisque nous avions des ressources financières spécifiques pour la lutte contre la COVID-19. Mais Knowledge Success organise des cercles d'apprentissage en distanciel et donc nous ciblons des professionnels de la planification familiale ou autres. Seule caractéristique importante, vous devez être un professionnel de la santé et travailler directement dans le domaine concerné et vous devez être volontaire pour participer activement à ces ateliers qui requièrent une participation très active. Vous n'en retirerez pas grand-chose si vous n'êtes pas impliqué très activement. C'est une question de partage et d'apprentissage entre pairs. Donc voilà quels sont les critères de façon générale. Merci Nathalie. Vous devriez vous procurer donc le module de formation sur les cercles d'apprentissage. Avez-vous des conseils pour établir l'interprète n'a pas pu suivre la question. Je vais donc demander à d'autres personnes dans le passé pour veiller à ce que tout se passe rapidement lors d'une riposte et que nous avons effectué des enquêtes rapides en ligne. Nous avons également créé des groupes de travail techniques. Nous avons participé à beaucoup de réunions. Nous avons pris note des difficultés et nous avons demandé aux répondants de nous dire quel était en quoi ces actions étaient utiles dans leur champ d'activité. D'autres panélistes souhaitent répondre? Je crois que votre réponse était exhaustive à Anne et j'ajouterais que en ce qui concerne dans le paquet de formation sur l'AGC, il y a un module qui s'adresse tout particulier à ce que vous avez soulevé. Cela faisait partie de la feuille de route concernant les urgences, la feuille de route initiale. Et donc, ces points sont abordés tout à fait en profondeur et je vous donnerai le lien. J'ajouterai également à ce qui a déjà été dit qu'il faut veiller à ce que des heures personnes dédiées soient bien consacrées à ces tâches parce qu'il y a des tâches, mais parfois les responsabilités ne sont pas affectées et il faut donc que des personnes soient disponibles pour mettre en œuvre ces activités. Merci. Il y a une autre question de Khadija. Est-ce que la feuille de route de GC concerne également les crises persistantes? Ce n'est pas précisément énoncé dans la feuille de route, mais nous pourrions en discuter avec vous pour voir comment différents outils et techniques pourraient être utilisés dans différents types d'urgences. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter en envisageant la matrice de GC concernant des urgences sanitaires qui persistent? Quelqu'un a des réflexions à contribuer? D'autres questions? Je crois que nous avons pu répondre à toutes les questions. Il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être donc avancer. Pour conclure, je vois votre message ici. Nous prendrons contact avec vous pour collaborer dans ce sens.
Vous pouvez accéder à la feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences en santé publique. Il y a une vidéo, des diapositives, des modèles en français, anglais, portugais, swahili. Et si vous êtes intéressé par la GC dans le domaine de la santé mondiale, vous trouverez de nombreuses autres ressources de formation très utiles sur le site web du KM Training Package. Et je remercie donc Alexia, Nathalie, Yvonne pour vos présentations. Je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que vous aurez trouvé notre feuille de route utile pour votre travail et que vous envisagerez de vous en servir. Nous serions ravis d'avoir votre feedback. Vous avez mon adresse email ici. Vous pouvez me contacter et le cas échéant, je vous mettrai en contact avec une personne qui pourra répondre à vos questions. Cet enregistrement vous sera fourni ultérieurement. J'espère que vous aurez une bonne journée. Merci. Thank you. Thank you.